n'y a pas de façon facile de dire cela, mais une affaire pénale et une affaire civile sont désormais au centre d'allégations selon lesquelles un employé d'Arby's aurait délibérément craché dans la nourriture d'une cliente et lui aurait transmis l'herpès. Nous analysons l'enquête criminelle et cette énorme action en justice. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Puis-je prendre votre commande? Je suis Jesse Weber. Tout le monde aime une histoire de réussite partie de rien, mais John Morgan dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Le grand John Morgan, tout le monde, dans son nouveau livre Life is Luck, le fondateur de Morgan & Morgan parle franchement du rôle que la chance joue dans la réussite et de la façon de reconnaître une opportunité lorsqu'elle se présente. Et cette graine a simplement eu de la chance. De la distribution de journaux enfants à la création du plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les dommages corporels aux États-Unis, Morgan raconte les moments décisifs. C'est un guide pour aborder la vie, la chance et, en fin de compte, le succès. Ce n'est pas un autre mémoire de milliardaire plein de conseils dépassés. C'est direct, honnête et offre des leçons sur transformer la chance, bonne ou mauvaise, en quelque chose de plus grand. J'espère que les gens le liront et l'apprécieront. Achetez Life is Luck dès maintenant sur Amazon à forcepeople.com/life ou forcepeople.com/lifeiluck. Écoutez, je ne sais pas comment dire ça. C'est une affaire très troublante. Celle-ci est vraiment répugnante. Si les allégations sont vraies à propos de tout ça, franchement, j'ai vraiment de la peine pour la famille ici, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Et j'espère vraiment que, vous savez, il vaut mieux s'asseoir pour celle-là. Donc je vous préviens, c'est une histoire difficile. Mais je dis tout ça parce qu'il y a à la fois des accusations criminelles et une action en justice concernant un ancien gérant d'Arby's dans le comté de McCurtain, en Oklahoma, accusé non seulement d'avoir craché dans la nourriture d'une femme, mais aussi de lui avoir transmis l'herpès. Malheureusement, parlons-en, je vais donc tout vous expliquer en détail. Je veux commencer par l'affaire pénale, puis j'aborderai l'affaire civile. Je veux donc vous lire directement la déclaration sous serment justifiant le mandat d'arrêt contre Amanda M. Hendricks. Citation: Le 1er avril 2026, vers 16h30, moi, Zane Mann, officier en uniforme assermenté de la ville de Broken Bow, j'ai pris un rapport concernant un employé d'Arby's qui aurait craché dans la nourriture d'un client. J'ai pris contact avec Jenica Church, qui a déclaré que le 28 mars 2026, Jenica était passée au drive d'Arby's et avait passé une commande. Jenica a commandé le menu 4 sandwichs pour 10 $. J'ai pu contacter Arby's pour obtenir les images de vidéosurveillance. Et on m'a informé que je devrais obtenir un mandat de perquisition pour avoir des copies de la vidéo. Le 10 avril, j'ai pu déposer et signifier un mandat de perquisition le 16 avril. J'ai reçu une copie des images de 22h00 à 23h00 dans la nuit du 28 mars. Cela s'est passé le 16 avril. À 52 minutes et 57 secondes, Amanda retire de la viande de la trancheuse. Amanda tient la viande dans ses mains, la soulève au niveau de son cou et penche la tête vers le bas. Et on peut voir la salive quitter sa bouche et tomber dans le sandwich. Amanda continue de préparer les 3 autres sandwichs et d'envoyer la commande. Le 17 avril, j'ai pu contacter Amanda pour demander un entretien le 18 avril et elle a accepté de me rencontrer au poste de police de Broken Bow. Le 18 avril, Amanda a appelé le poste de police pour dire qu'elle ne pouvait pas venir à l'entretien faute de moyens de transport. En discutant avec Amanda, elle a affirmé que je possédais les vidéos et qu'elle ne me ferait pas perdre de temps. Oui, elle l'a fait. Et maintenant, Church affirme qu'à cause de ce prétendu incident de crachat, elle a l'herpès. Hendricks a été inculpé pour empoisonnement criminel avec intention de blesser, ce qui peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison. C'est différent des accusations initialement suspectées. Mais dans cette affaire pénale, de mon point de vue juridique, les preuves semblent relativement solides. Maintenant, à moins que l'avocat de la défense ne parvienne à faire rejeter les images de surveillance en soutenant que le mandat de perquisition était défectueux, qu'il était basé sur de fausses informations, qu'il contenait des déclarations erronées, ou que l'officier n'avait pas de motif suffisant de croire qu'un crime avait été commis pour justifier le mandat. Si cela n'arrive pas, si rien de tout cela ne fonctionne, et que les images de surveillance sont acceptées et qu'elles correspondent à la description, c'est accablant. Maintenant, je n'ai pas vu les images moi-même. Est-ce qu'on voit réellement un incident de crachat? Je veux dire, c'est possible d'après cette description. Mais aussi, si vous avez cet aveu présumé, si je comprends bien, cela va aussi poser problème. Je ne sais pas si un avocat de la défense va soutenir qu'elle a craché dans la nourriture sans intention de nuire selon la loi ou le crime. Aucune intention de transmettre l'herpès. Si le crachat a vraiment transmis l'herpès à Church, c'est un lien intéressant à établir. Je vais approfondir ce point dans la section sur l'affaire civile. C'est intéressant, non? La connaissance
Avait-elle l'herpès? A-t-elle volontairement craché dans la nourriture en sachant qu'elle avait l'herpès? Ce point est essentiel car il faut ce lien de causalité. Maintenant, d'après ce que nous savons, Hendrix a été arrêtée dimanche et elle a été placée en détention dans la prison locale. Pourquoi Amanda Hendrix, âgée de 38 ans, aurait-elle fait cela? Eh bien, apparemment, Church a dit qu'elle et Hendrix ont un certain passé ensemble. Ce n'était pas tout à fait clair de quoi il s'agissait. Church aurait dit que ce n'était rien de grave, sans donner plus d'explications. Selon 2 News Oklahoma, Church a dit que cela prenait un peu de temps, c'est-à-dire quand elle a passé la commande. Et elle a ajouté: Je pensais qu'ils étaient en colère contre moi parce que c'était sur le point de fermer, voulant dire que le restaurant allait fermer. Encore une fois, selon 2 News Oklahoma, Church affirme que Hendrix se vantait d'avoir craché dans la nourriture de Church et que Broken Bow est une petite ville, et même la fille de Church a fini par en entendre parler. Jenica Church aurait déclaré: J'adore Arby's, mais plus maintenant. Et voilà aussi le problème. Apparemment, elle a partagé les sandwichs ce soir-là, avec son beau-père et sa belle-grand-mère. Sa belle-mère aurait dit: Mon fils prenait son petit déjeuner chez moi et voulait un bisou, mais il ne peut pas. Donc, je suis en colère. Je vois l'impact sur mes petits-enfants, mon fils et mon mari. Je refuse d'embrasser mon mari car il a mangé la nourriture. Même sans symptômes, il peut être porteur. Maintenant, il y a le procès civil. C'est un procès intenté par Jenica Church et sa famille, y compris son mari et ses enfants. Et il est dirigé contre Arby's de Broken Bow, Arby Ark Restaurant LLC et Flynn Restaurant Group LP, qui sont définis comme les entités qui possèdent, contrôlent ou exploitent ce restaurant Arby's local. Et aussi, c'est contre Hendrix également, d'accord? En réalité, le gros de l'argent, vous allez le chercher auprès des entités. C'est le but du procès. Je veux vous lire l'exposé des faits dans la plainte. Puis nous allons parler des chefs d'accusation, des motifs de poursuite pour lesquels ils intentent ce procès. Donc, la plainte indique que le 28 mars 2026, Jenica s'est rendue au drive de cette Arby's locale à Broken Bow après avoir terminé un long service. Selon les médias locaux, elle travaillait comme barmaid. Elle est allée récupérer la nourriture et la plainte précise que Hendrix était un employé. Elle était responsable de la préparation de la nourriture. Et comme vous le verrez, c'est ce qui engage la responsabilité de l'entreprise, n'est-ce pas? Un employé aurait commis un délit, un acte répréhensible, dans le cadre de son emploi. Et la plainte alléguait que Hendrix avait intentionnellement et délibérément craché sur la nourriture. Donc ils disent que ce n'est pas un accident, n'est-ce pas? Rien de tout cela. C'est intentionnel, délibéré. De plus, la plainte affirme que Hendrix savait qu'elle avait l'herpès. HSV1 comment? La plainte affirme qu'au moment des faits, Hendrix avait une poussée d'herpès avec des lésions visibles. Donc, l'idée est qu'elle aurait contaminé la nourriture avec son herpès. La plainte mentionne aussi les images de vidéosurveillance évoquées plus tôt. Voici ce qui se serait passé après la préparation et la remise de la nourriture. Je vais lire mot à mot. La plaignante Jenica Church a mangé un sandwich en quittant le parking, puis est rentrée chez elle en voiture. À son retour chez elle, Jenica Church a partagé le reste de la commande Arby's avec Stephen Dollarhite et sa mère. Stephen Dollarhite a consommé la nourriture de la commande contaminée. La mère de Stephen Dollarhite, qui était en soins palliatifs, a également consommé de la nourriture provenant de la commande contaminée. Aucun plaignant ayant consommé la nourriture ne savait qu'elle était contaminée par la salive infectée par le HSV, un du défendeur Hendrix. Aucun plaignant ayant consommé la nourriture n'a accepté de manger des aliments contaminés par des fluides corporels ou de la salive infectée par le HSV1. Avant le 28 mars 2026, la plaignante Jenica Church n'avait pas le HSV1. Avant l'incident, la plaignante Jenica Church n'avait jamais été testée positive au HSV1. Avant l'incident, la plaignante Jenica Church n'avait jamais eu de symptômes du HSV1 comme des boutons de fièvre, des lésions ou des poussées d'herpès buccal. Avant l'incident, la plaignante Jenica Church n'avait aucun antécédent d'infection au HSV1. Il est ensuite indiqué, je cite, après avoir consommé la nourriture contaminée le 28 mars 2026, la plaignante Jenica Church a développé des symptômes d'infection au HSV1. La plaignante Jenica Church a développé une lésion ou un bouton de fièvre sur la lèvre après avoir consommé la nourriture contaminée et a consulté le docteur Heron pour un traitement. La plaignante Jenica Church a été testée pour le HSV1. La plaignante Jenica Church a été testée positive au HSV1 après l'incident. Le diagnostic de HSV1 a été confirmé par des tests médicaux. La plaignante Jenica Church a obtenu des médicaments chez Palace Drugs pour traiter l'infection au HSV1. Depuis qu'elle a contracté le HSV1 à cause de la nourriture contaminée, la plaignante Jenica Church a connu plusieurs poussées documentées d'herpès oral. Ces poussées comprenaient des lésions douloureuses, boutons de fièvre et autres symptômes du HSV1 déclenchés par le stress et survenus à plusieurs reprises. Chaque poussée cause à la plaignante Jenica Church des douleurs physiques, de l'inconfort et des lésions visibles.
Le HSV1 est un virus incurable qui restera dans le corps de la plaignante Jenica Church pour le reste de sa vie. Il y a plusieurs choses que nous devons établir ici. Donc, tout d'abord, cela établit ou essaie d'établir le lien entre la nourriture contaminée et l'herpès, n'est-ce pas? Parce que l'avocat de la défense attaquerait ce point. Comment savoir si l'herpès ne vient pas d'une autre source ou personne? Il faudra examiner la vie, le mode de vie et les antécédents médicaux de Jenica. Si elle peut confirmer le diagnostic et le traitement, et qu'il semble que cela ait été consigné, surtout puisque vous avez lu cette plainte qui contient les noms détaillés, les lieux et les adresses des professionnels de santé, cela va constituer une partie majeure de cette affaire. Cela va constituer une preuve majeure pour documenter cela. Mais encore une fois, elle va devoir établir qu'elle n'a jamais eu cela dans le passé et qu'il n'y a pas d'autre cause applicable. Mais aussi, je veux dire, bon sang, est-ce que cela établit l'élément de préjudice nécessaire dans les actions civiles, n'est-ce pas? Je veux dire, l'une des choses que vous devez établir, c'est quel est votre préjudice. Qu'avez-vous subi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est crucial pour le calcul des dommages et intérêts. Est-ce que le jury acceptera cela facilement? Vous affirmez devant un jury qu'on a craché sur votre nourriture et transmis l'herpès. Je pense qu'ils vont pouvoir comprendre et apprécier le traumatisme que cela représente. Maintenant, il reste un dossier à prouver. Mais en ce qui concerne la composante du préjudice, je pense que c'est. Cela devrait être facile à évaluer. Même sans parler d'herpès, l'accusation que quelqu'un ait craché dans votre nourriture est déjà assez répugnante pour justifier des dommages-intérêts. Encore une fois, ce ne sont que des allégations, hein, mais laissez-moi préciser. La plainte indique, je cite, la plaignante Jenica Church continuera à souffrir d'épisodes périodiques du HSV, un avis. Depuis qu'elle a contracté le HSV1, la plaignante, Jenica Church, a souffert d'une peur et d'une anxiété paralysantes à l'idée de transmettre le virus à sa famille, ses enfants et ses amis. La plaignante Jenica Church vit dans la peur constante de transmettre le HSV1 à son mari, Jason Dollarhide. La plaignante Jenica Church vit dans la peur constante de transmettre le HSV1 à ses enfants mineurs, SJMD et GAM-GAMD. La plaignante Jenica Church vit dans la peur constante de transmettre le HSV1 à d'autres membres de sa famille et à ses amis. Cette peur et cette anxiété ont envahi la vie de la plaignante Jenica Church. La peur et l'anxiété ont amené Jenica Church à éviter tout contact physique avec ses proches, même embrasser ou étreindre ses enfants. La peur et l'anxiété ont poussé la plaignante Jenica Church à éviter tout contact intime avec son mari. La peur et l'anxiété ont fortement diminué la qualité de vie de Jenica Church et sa capacité à profiter de relations familiales normales. La peur et l'anxiété ont provoqué chez Jenica Church une détresse émotionnelle sévère, une profonde angoisse mentale et des souffrances psychologiques. Jenica Church a eu besoin et aura encore besoin de soins médicaux, de conseils et de thérapies pour les effets physiques et psychologiques de l'infection par le HSV1. Et le préjudice allégué subi par Stéphane est également exposé dans la plainte. Mais à partir de là, ce document, cette plainte, affirme que Patricia a contacté les entreprises, donc les défendeurs ici, et qu'un représentant a déclaré qu'ils allaient examiner les images de surveillance. Mais la plainte allègue que le représentant ne l'a jamais fait et n'a pas recontacté Patricia. Apparemment, il y a eu un suivi, du moins selon cette plainte. Le représentant aurait menti à Patricia sur le visionnage de la vidéo et affirmé que la nourriture était sûre et non contaminée. La plainte affirme que cela visait à éviter toute responsabilité et empêcher la famille d'engager des poursuites. De plus, il est allégué que les représentants ont appelé plusieurs fois le domicile du plaignant et offert une petite somme pour ne pas poursuivre, soit des sandwichs gratuits et 5 dollars. Ce serait un comportement imprudent et intentionnel, une forme de harcèlement. Mais comment prouver le contenu de cette conversation? Ce ne sera pas une conversation enregistrée, à moins que, je ne sais pas, hein, peut-être que c'était sur une ligne enregistrée. Vous savez, quand on appelle quelqu'un, ils appellent une entreprise pour dire que c'est sur une ligne enregistrée. Peut-être. Je ne sais pas si quoi que ce soit a été consigné dans un email. S'il s'agit seulement d'un appel sans enregistrement, il y aura sûrement des versions différentes de la conversation. Mais encore une fois, la question reste celle du préjudice et des dommages. Ils auraient subi une détresse émotionnelle grave, anxiété, angoisse mentale, traumatisme psychologique et perte de consortium. C'est intéressant, cela concerne la perte d'avantages relationnels suite à un préjudice. Je vais détailler cela. Mais voyez, pour responsabiliser les entreprises, l'argument est qu'elles n'ont pas inspecté la nourriture. Elles n'ont pas vérifié les antécédents, ni assuré une formation suffisante, ni sanctionné ou licencié Hendrix, qu'elles n'ont pas mis en place de politiques ou de procédures pour empêcher qu'une chose comme celle-ci ne se produise, une contamination présumée, et que ce sont ces manquements qui ont causé ce qui s'est passé. D'un point de vue juridique, si un employé contamine délibérément la nourriture d'un client, l'entreprise est en difficulté. On pourrait répondre, nous avons tout fait correctement et suivi les procédures sans pouvoir tout prévoir. Nous n'avions aucune raison de croire qu'elle ferait un jour une chose pareille, encore une fois, en supposant que les allégations soient vraies. Et j'imagine qu'on pourrait avancer comme argument qu'elle n'a jamais fait cela à qui que ce soit dans le passé.
vous ne pouvez pas le prouver. La plainte affirme que, selon les informations disponibles, la défendresse Hendrix aurait contaminé intentionnellement ou par imprudence la nourriture d'autres clients au restaurant Arby's. Selon les informations disponibles, la défendresse Hendrix aurait adopté une pratique habituelle consistant à contaminer la nourriture servie aux clients. Selon les informations disponibles, les entités défendresses savaient ou auraient dû savoir que la défendresse Hendrix avait tendance à contaminer la nourriture et n'ont pas pris les mesures appropriées pour empêcher un tel comportement. Et il y a aussi cette partie. Je cite, l'engagement de poursuites pénales contre la défendresse Hendrix confirme la nature intentionnelle et criminelle de sa conduite. Alors écoute, le résultat d'une affaire pénale n'aura pas forcément un impact direct sur l'affaire civile. Parfois, tu pourrais avoir un verdict de non-culpabilité et quand même une reconnaissance de responsabilité dans une affaire civile, voire même l'inverse. Je dis ça parce que le niveau de preuve est différent. Tu vois, l'affaire civile utilise un niveau de preuve plus bas. Ce n'est pas au-delà de tout doute raisonnable. C'est la prépondérance de la preuve. Donc il est plus probable que quelque chose soit arrivé. Malgré tout, une condamnation ou un acquittement au procès peut influencer la stratégie de l'avocat de la défense dans une affaire civile. Mais il y a un autre point à aborder. Pourquoi porte-t-il plainte? Parlons des chefs d'accusation et des causes d'action. Premier chef, atteinte volontaire à la personne. Donc il s'agit de Jenica Church et Stephen Dollarhide contre Amanda Hendricks. Donc l'argument ici est que Hendricks a causé un contact nuisible ou offensant à ces personnes en crachant intentionnellement dans leur nourriture. C'est l'allégation. Tu étais au courant pour l'herpès. Ils n'en avaient aucune connaissance. Ils n'ont pas donné leur consentement. Ils ont subi des blessures, une détresse émotionnelle, de la peur, des poussées, et il y a l'élément de causalité que l'on retrouve dans les affaires de préjudice corporel. Qu'à la suite de la voie de fait alléguée, Jenica et Stéphane ont été blessés ou ont subi un préjudice. Deuxième chef de demande, fait d'infliger intentionnellement une détresse émotionnelle. Encore une fois, Jenica Church et Stéphane Dollarhide contre Amanda Hendricks. L'argument ici est que ce que Hendricks aurait fait était extrême et scandaleux, que cela dépasse toutes les limites de la décence. Ce qui, soit dit en passant, on pourrait s'arrêter là. Si l'allégation était vraie, cracher dans la nourriture de quelqu'un, lui transmettre l'herpès. Je pense que cela relève de cette catégorie. Rappelez-vous, dans une plainte, il suffit que vos allégations appuient ces demandes, sans tout prouver. Je dirais que prétendre qu'une personne porteuse de l'herpès a craché dans votre nourriture et que vous l'attrapez peut être considéré comme un acte extrême, scandaleux et une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. La détresse émotionnelle extrême inclut la peur, l'anxiété de transmission, la souffrance morale, le choc, l'humiliation, la souffrance psychologique. Je vais le redire, quand je vois cette demande ajoutée dans une action en justice, parfois je suis sceptique. Par exemple, il peut être difficile de prouver que même si vous acceptez que tout soit vrai, ce que le plaignant affirme et ce qu'il dit lui être arrivé, est-ce vraiment intentionnel? Est-ce vraiment une détresse émotionnelle? Ici, je reviens à ce point précédent. Si tout cela est vrai, apprendre que quelqu'un a craché dans votre nourriture et vous a transmis l'herpès sans que vous vous y attendiez a bouleversé votre vie. Je sais que c'est une allégation, mais je comprends qu'une telle plainte ait du sens et puisse avancer. Troisième chef d'accusation, négligence. Donc il s'agit encore de Jenica Church et Stéphane Dollarhide contre Amanda Hendricks. Négligence, 4 éléments. Obligation, manquement, causalité, préjudice. L'argument ici, c'est que Hendricks, en tant qu'employé, avait un devoir de diligence envers eux, un devoir de faire preuve d'une prudence raisonnable dans la préparation de la nourriture, et qu'elle aurait manqué à ce devoir, elle n'a pas respecté ce devoir. Ce qu'elle aurait fait leur aurait causé un préjudice. Et nous avons examiné en quoi consiste ce préjudice ou ce que l'on considère comme étant ce préjudice. Quatrième chef d'accusation, négligence du seul fait de la violation de la loi. Donc encore une fois, Jenica Church, Stephen Dollarhide contre Hendricks. C'est un peu différent. C'est presque de la négligence automatique. L'argument serait que la prétendue infraction pénale, c'est-à-dire l'allégation selon laquelle elle aurait enfreint une loi pénale, signifie que Hendricks a fait preuve de négligence automatique. Vous êtes automatiquement considéré comme ayant manqué à ce devoir. C'est de la négligence au sens de la loi. Cinquième chef d'accusation, responsabilité du fait des produits, responsabilité stricte. Jenica Church contre toutes les entités. Donc ici, l'argument est que l'entité a vendu des produits alimentaires, des sandwichs, et que ces produits ont été défectueux parce qu'ils étaient contaminés, des produits qui étaient sous le contrôle de l'entité. C'est une réclamation intéressante, car la responsabilité stricte s'applique. Vous êtes responsable automatiquement en cas de problème produit, comme avec un défaut sur une chaîne de montage. Et oui, ce sont des cas où quelque chose est contaminé, que ce soit intentionnellement ou par négligence, peu importe. Je veux dire, l'entreprise pourrait être tenue responsable, mais ici on traite un peu de la même chose, non? Vous faites face à une contamination présumée, similaire à une chaîne de montage lors de la préparation des aliments. L'allégation est que cela a été fait intentionnellement, c'est l'accusation. Chef d'accusation 6, préjudice moral causé par négligence. C'est Stephen Dollarhide contre tous les défendeurs.
similaire à ce que nous avons déjà évoqué, l'argument ici étant que les défendeurs avaient un devoir de diligence envers un client comme Stephen Dollarhide pour lui fournir de la nourriture sûre à consommer, qu'ils ont manqué à ce devoir et qu'il en a résulté une détresse émotionnelle. Chef d'accusation 7, préjudice moral causé par négligence, Patricia Dollarhide contre tous les défendeurs. Situation similaire. Chef d'accusation numéro 8, responsabilité de l'employeur du fait de son salarié, responsabilité du fait d'autrui. Cela concerne tous les plaignants et toutes les sociétés défenderesses. Je souhaite maintenant aborder ce point, déjà évoqué. C'est une partie essentielle des grands procès. L'action de l'employé peut être imputée à l'employeur. Donc ici, ils soutiennent que Arby's, l'entreprise, employait Hendrix, qu'elle aurait prétendument commis l'agression, le fait d'infliger intentionnellement une détresse émotionnelle, la négligence dans le cadre de ses fonctions. C'est essentiel. Ce n'est pas comme si vous aviez une personne qui travaille pour une entreprise et qu'après le travail, elle va dans un bar et frappe quelqu'un. On ne peut pas tenir l'entreprise responsable de cela. Elle n'était pas en train de faire son travail. Elle n'essayait pas de remplir sa fonction. C'était en dehors des locaux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ces allégations sont très différentes puisqu'elle aurait prétendument contaminé la nourriture pendant qu'elle travaillait à cet endroit, dans cette entreprise, pendant les heures d'ouverture. Donc les entités pourraient potentiellement être tenues responsables des actes présumés de leur employé, leur agente, Hendrix. Chef d'accusation 9, embauche, maintien en poste, encadrement et formation négligents. Tous les plaignants contre toutes les sociétés défenderesses. Nous en avons déjà parlé. Les entités doivent embaucher, maintenir en poste, former et superviser leur personnel en préparation alimentaire et hygiène pour prévenir la contamination. L'argument est qu'ils n'ont pas correctement effectué les vérifications nécessaires concernant Hendrix, qu'ils ne lui ont pas fourni une formation adéquate en matière de sécurité. Ils n'ont pas correctement appliqué les politiques pour prévenir la contamination. Ils ne l'ont pas supervisé, ils ne l'ont pas surveillé. Dixième chef d'accusation, négligence. Tous les plaignants contre toutes les sociétés défenderesses. Nous en avons déjà un peu parlé auparavant. Onzième chef d'accusation, perte de consortium. D'accord, Jason Dollary contre tous les défendeurs. Donc l'argument est que Jason et Jenica sont mariés. Cependant, parce que Jenica aurait contracté l'herpès, elle a souffert émotionnellement, psychologiquement, et cela a eu un impact négatif sur leur relation. Il a perdu la présence, la compagnie, l'affection, le réconfort, l'assistance de sa femme, l'intimité physique. Il a perdu les avantages du mariage. Chef d'accusation 12, perte de consortium à nouveau. Il s'agit de l'un des enfants, SJMD, contre tous les défendeurs. Donc il s'agit de l'enfant de Jason et Jenica. Encore une fois, il déplore la perte de la compagnie, du réconfort et de l'affection de sa mère, que Jenica a évité le contact physique. Le contact avec son enfant est évité à cause de l'herpès, elle craint la transmission. Autre accusation, chef d'accusation 13, perte de consortium pour l'autre enfant. Chef d'accusation 14, perte de consortium. Il s'agit de Patricia Dollarhide contre tous les défendeurs parce que Patricia est mariée à Stephen. C'est le même principe pour les autres membres de la famille. Le dernier chef d'accusation porte sur les dommages-intérêts punitifs pour tous les défendeurs et plaignants. Dommages-intérêts punitifs ou de sanctions signifie que le comportement du défendeur était vraiment grave, volontaire, téméraire, imprudent ou malveillant, justifiant ces dommages. Ce n'est pas une simple affaire de crachat présumé. Il s'agit de ne pas avoir empêché cela et ensuite, soi-disant, d'avoir fait une offre si faible qu'elle aurait permis de balayer les allégations sous le tapis. Et encore une fois, en regardant ce dont Hendrix est accusé, encore une fois, un comportement et des actes présumés extrêmement scandaleux et choquants. Les dommages-intérêts punitifs, souvent coûteux, ne s'appliquent qu'à des comportements particulièrement graves et ils demandent aussi des dommages-intérêts compensatoires. Donc ce sont des dommages-intérêts pour vous remettre dans la situation où vous étiez avant. Et cela concerne les pertes économiques, comme les frais médicaux, les pertes non économiques, comme la douleur physique et la souffrance, la détresse psychologique, la perte de consortium, dont nous avons déjà parlé. Il demande également un procès devant jury. Selon 2 News Oklahoma Church avait dit « Jenica, si je vais manger dehors et que je vois quelqu'un avec quelque chose de gros sur le visage, je ne veux pas que cette personne me serve. » Cela rejoint un peu l'idée que notre vie est différente maintenant. L'avocat de la famille, Will Blocker, a déclaré « Ils ont laissé faire. Maintenant, mon client a une maladie transmissible. » C'est sûrement une culture plus profonde qu'Arby's à Broken Bow, Oklahoma, ou même que Flynn Restaurant Group et ses 300 magasins. Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Quand j'entends ça, je me demande, est-ce qu'il s'agit d'un recours collectif? Est-ce qu'il y aura d'autres plaignants dans la même situation qui ont vécu la même chose? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Ce média a contacté Arby's pour un commentaire, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de l'enregistrement. Vraiment, vraiment une affaire malheureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X et Instagram, ainsi que dans mon émission Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est.
À bientôt à tous.